Merci de nous rejoindre dans Faits croisés, budget de l'État 2018, déjà des prétentions à la baisse. L'invité, vous le saurez tout à l'heure. Peguidovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille Akad Berlantin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Et bien sûr, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, il y a eu le débat d'orientation qui a permis d'en savoir un mot sur le budget général de l'État exercice 2018. Et selon les explications du ministre d'État et sa suite, eh bien, ce budget se chiffrerait autour de 1300 milliards pour le compte de cette année 2018. Et pourquoi? Eh bien, cette révision des prétentions à la baisse, si on sait que le budget qui est actuellement en exécution tourne autour de 2010 milliards, on peut se poser réellement la question. Et pour faire le débat, nous avons avec nous ce matin un spécialiste des questions économiques, journaliste bien évidemment, Wilfried Bono, dont vous avez désormais l'habitude sur cette émission. Il est le directeur de publication du journal Économie Plus. Monsieur Bono, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Akad. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez pu suivre quand même ce débat d'orientation budgétaire pour le compte de l'année 2018? Oui, on a suivi le ministre d'État Abdoulaye Biachane qui a annoncé les intentions du gouvernement le vendredi dernier à l'Assemblée. En effet, il faut dire que le budget de l'État est un répertoire des dépenses et de recettes et qui sont prévues par l'État et votées par le Parlement et qui devient la loi de finances et la loi de gestion d'un exercice. Alors, c'est un instrument de structuration et de pilotage politique. Et donc, lorsque le gouvernement a des intentions, il a l'obligation d'avoir le quitus, c'est-à-dire l'aval du peuple représenté par les députés. Et donc, c'est cette démarche-là, c'est dans cette démarche-là que s'inscrit la présentation des objectifs lors du débat d'orientation budgétaire au Parlement le vendredi passé. Parce que il y a un calendrier qui permet de préparer le budget. Donc la direction du budget au niveau du ministère des Finances, depuis janvier, s'attelle à préparer le budget de l'exercice 2018. Mais il faut reconnaître que depuis le vote de la loi d'orientation sur les lois de finances, nous devons présenter chaque fois des budgets sur 3 années. Donc, dans le budget de 2017, on avait déjà une tendance pour le budget de 2018. Et si vous vous rappelez, sur ce même plateau ici, nous avons déjà dénoncé que l'ambition était trop élevée pour notre économie. 2010 milliards, nous attendions, nous avons gagé qu'en juin, on reviserait ce budget et je crois que les faits nous donnent aujourd'hui raison. Nous ne pouvons pas atteindre 2010 milliards pour cette année. Et donc, le gouvernement, dans cette même dynamique, malgré... Oui, avant d'aller sur ce plan, dites-nous, le fait d'avoir ce débat d'orientation budgétaire à 6 mois de l'année nouvelle recouvre quoi? Quel est l'objectif visé? Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle le calendrier budgétaire, où les cadres du ministère analysent la conjoncture nationale et projettent l'économie sur l'exercice qui vient. Et ils demandent alors, ils aboutissent à ce qu'on appelle le cadrage budgétaire, où ils définissent dans quelle fourchette les dépenses doivent être pour pouvoir être soutenues par les recettes probables. C'est-à-dire qu'ils prennent effet, ou ils prennent appui sur les effets qu'ils ont notés les 6 premiers mois pour pouvoir orienter les choses et savoir... J'ai bien dit tout à l'heure que la préparation du budget de l'ES6N commence déjà en janvier N-1. Donc depuis janvier, les réalités ont commencé par amener les cadres à réajuster, à revoir un peu les perspectives de 2018. Et on demande aux institutions d'apprécier avec les cadres
quelles sont les dépenses qui engageraient l'État au cours de l'exercice qui suit. Et donc les lettres de cadrage permettent alors à chaque institution de tenir. Vous savez que par exemple à l'Assemblée, ils ont l'autonomie. Mais puisqu'ils ne produisent pas, il ne faut pas qu'ils créent des dépenses qui ne puissent pas tenir au niveau du budget général de l'État. Donc on leur dit, il ne faudrait pas dépasser, vu la crise, réduisez vos dépenses, vous voyez un peu à la hausse, vous ne pouvez pas aller dans... Donc on les met dans une fourchette donnée. Et donc c'est dans cette concertation, parce que entre-temps le budget était pensé par l'État et projeté au niveau des institutions. Aujourd'hui on veut que chaque institution pense participe afin d'avoir en fait une performance au niveau de l'exécution budgétaire. Et donc c'est dans ce cadre-là que lorsque toutes les couches ont accepté participer, donnent leur opinion, le gouvernement se fixe alors une orientation, d'accord, et ce débat-là est élargi au niveau des députés et qui donnent déjà leurs avis par rapport aux ambitions du gouvernement. Et c'est l'intérêt de ce débat au niveau du Parlement. Au-delà de ces arguments, M. Wilfried Monou, peut-on lier cette révision aux difficultés du gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires pour asseoir sa politique de développement? Oui, je savais que vous allez venir à cette question-là. Vous savez, mobiliser les ressources, il faut d'abord compter sur ses propres forces. Vous savez, j'ai souvent dit que nous avons deux sources principales de financement. D'accord, nous avons les recettes intérieures et les dons, les aides, les prêts et autres qui viennent de l'extérieur. Lorsque vous-même vous ne faites pas suffisamment d'efforts et que vous devez attendre les aides ou les accords, les prêts des autres, eux aussi sont confrontés aujourd'hui à de réelles difficultés. Donc, vous savez que l'aide au développement est en train, s'en va en s'amenuisant chaque année. Et donc, on ne peut plus trop vraiment compter sur ces ressources-là. Heureusement qu'il y a aujourd'hui une nouvelle ressource qui se présente à nos pays. C'est le marché financier qui leur permet d'aller lever des fonds, soit par bons de trésor ou par emprunt. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ces difficultés-là? Est-ce que, franchement, c'est la mobilisation de l'aide extérieure qui pose problème, ou c'est les prévisions à l'interne qui n'atteignent pas eh bien, les niveaux attendus? Non, je crois même que j'ai suivi un député qui disait qu'il a été oublié, parce que n'oubliez pas, le budget 2017 a été voté à l'unanimité des députés présidents et représentés. Donc il y a un qui a dit qu'il n'était pas pour, mais il a voté parce que j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas trop leur rôle. En son temps, il faut quand même noter qu'il y avait cette nécessité-là populaire d'accompagner le nouveau chef de l'État. J'ai dit tout à l'heure dans son ascension, dans sa volonté de faire quelque chose. J'ai dit que le budget est un instrument de structuration et de pilotage. D'accord? Lorsque vous n'êtes pas d'accord, prononcez-vous pour qu'on sache au moins qu'en son temps, il y a quelqu'un qui a au moins dit ça. On ne peut pas avoir critiqué et donné quand même patte blanche au gouvernement pour que ce budget soit dans cet état. En 2016, c'est vrai, il y avait cette euphorie, mais l'ambition était trop élevée par rapport à nos réalités où nos régies n'ont pas souvent fonctionné. Nos régies fonctionnent, mais n'atteignent pas souvent un montant donné. Vous savez, depuis qu'on prenait sur les 5 dernières années, toutes les régies ensemble ne produisent pas 1000 milliards. Alors pourquoi alors avoir une ambition budgétaire de 2 ou 3 ou 4 fois? Mais c'est quand même des cadres, des experts qui ont travaillé, qui ont écrit le PAG énormément, et ils ont tenu compte de tous ces éléments-là. Oui, mais vous savez, il faut d'abord compter sur ses propres forces, comme je l'ai dit. Si j'ai la capacité de mobiliser à partir de mon économie 800 000 milliards et que je dise que je dépenserai 10 milliards, vous imaginez déjà que je puisse avoir à rassurer le marché financier si je veux aller sur le marché financier pour qu'il puisse m'apporter suffisamment de ressources pour compléter ce gap-là, ou que je puisse aller faire le salam alek
au niveau des pays partenaires techniques et financiers, qui vont vous donner aussi les conditionnalités avant de venir vous aider. Et parce que eux aussi, aujourd'hui, ils ont des problèmes internes. Et ils ne peuvent pas laisser leurs problèmes. Ce qui nous envoie en matière d'aide, c'est les ressources mobilisées chez eux. Mais pourquoi vous ne voulez pas mobiliser vos ressources pour répondre à vos besoins? Il faut chaque fois tendre la main. Mais les citoyens auront quand même manifesté leur bonne volonté à aider le gouvernement à mobiliser les ressources parce que il y a ces tasses-là, les tasses sur les véhicules. La plupart des conducteurs, de détenteurs de véhicules ont payé. Et c'est aussi une façon en tout cas, de mobilisation de ressources internes. Je n'ai pas analysé les chiffres au 30 juin pour savoir... Imaginez le nombre de véhicules qui circulent. Oui, vous savez, nous sommes au Bénin. Et la culture du paiement d'impôts n'est pas encore dans nos réalités. Les gens ont payé, la plupart. Les gens ont payé. Les gens ont payé. Mais je vous dis, si on fait... Il y a un communiqué du gouvernement qui a salué l'adhésion populaire au paiement de cette taxe-là, raison pour laquelle elle a été prolongée jusqu'au 30 juin dernier. Oui, et je dis bien, et je veux bien avoir les chiffres. Parce qu'en fait, le gros souci que nous avons, à la date du 30 juin, je n'ai pas une statistique de la flotte nationale. Pour savoir combien de véhicules circulent. D'accord? Et par rapport à ça, combien de véhicules ont payé pour qu'on puisse dire vraiment qu'il y a eu une adhésion. Si le gouvernement soit un communiqué pour féliciter la population, c'est que la majorité a payé. Au niveau des guichets, des impôts, on a constaté cette faveur, cette adhésion de la grande masse à payer. Mais il faut aller voir les chiffres. Moi, c'est beaucoup plus les chiffres qui m'intéressent. Je voudrais savoir, par rapport aux prévisions, quel est le taux de réalisation dans le paiement. Et il faut rappeler qu'à partir, depuis le 1er, tous ceux qui ne sont pas à jour doivent payer une pénalité de 20%. Et c'est peut-être ça qui est craint. Alors, peut-être ça aussi. Les pénalités ne sont pas souhaitées, mais c'est quand même là pour amener les gens à payer. Intéressons-nous quand même à la santé des régies, puisque vous avez semblé dire tout à l'heure que les régies fonctionnent à merveille, mais malheureusement, les prévisions ne sont pas atteintes. Les régies travaillent. On a vu, par exemple, cette valse de directeurs généraux à la tête de la douane béninoise, l'une des principales régies financières sur lesquelles, quand même, l'État compte pour pouvoir ses besoins. De plus en plus, la douane n'est plus la principale régie, parce que nous sommes en pleine transition fiscale. Et la douane, avec la mise en application du TEC, est confrontée aujourd'hui à de dures réalités, parce que les recettes de porte sont en train d'être découragées au profit des recettes intérieures. Et donc, ce n'est pas forcément à cause de cette valse des dirigeants à la tête de la douane qu'on a constaté cette baisse de performance. On l'a constaté depuis avant l'entrée en vigueur du TEC en 2015 et depuis aussi cette tendance à la baisse se prononce davantage. Et pourquoi c'est seulement souvent ce que je critique au niveau des prévisions, au niveau des recettes, au niveau de cette régie par exemple, nous encourageons un peu l'importation. Parce qu'en fait, les taux de douane appliqués au niveau, ou les recettes levées au niveau de la porte douanière, c'est sur les chiffres relatifs aux importations. Si nous n'importons pas suffisamment, alors vous êtes d'accord que la douane ne va pas lever suffisamment de fonds. D'accord? Et entre-temps, plus de 80% des importations qui transitent par le Bénin et mises en consommation au Bénin n'étaient pas destinées au marché béninois, c'était beaucoup plus destiné au marché nigérien. Et depuis l'avènement du TEC CEDEAO, donc les importateurs non plus ont la latitude, le choix de passer soit par le Bénin ou de passer par le Nigeria où on paye les mêmes taxes. Donc le choix est vite fait. Donc on préfère alors passer par la porte nigériane. Et donc cette partie
relative aux importations destinées au Nigeria qui a subi suffisamment de baisse alors, donc impacte alors négativement les prévisions au niveau de la douane. Et au niveau du trésor qui est considéré aujourd'hui comme la principale régie, si j'ai... Non, c'est les impôts. Les impôts qui constituent. Mais il faut reconnaître quand même que, selon la note de conjoncture en février, puisque c'est la dernière que moi j'ai, ça devait être mensuel. Hein, mais depuis un certain temps, on n'en reçoit plus aussi. Donc, puisque au niveau de la presse, si on n'a pas les documents, on ne peut pas mieux interpréter. Selon les données de février, donc, la régie la mieux performante, c'est le Trésor, effectivement. Mais nous devons beaucoup plus travailler à ce que les impôts puissent mobiliser suffisamment de ressources intérieures pour faire face aux défis de développement que nous avons. Au niveau des impôts, on a l'impression, et c'est bien vérifié, qu'il y a beaucoup de détournements. Moi, je connais un cas bien précis, c'est récent. Je ne donnerai pas de nom, mais je connais ce cas-là. Le monsieur a été sommé de payer environ 100 millions de francs CFA. Après les jeux de couloir, il a fini par payer officiellement à l'État béninois, tenez-vous tranquille, 2 millions poussières. Wow. Donc imaginez sur 100 millions. Sur 100 millions de francs CFA. Et ça, je ne dis pas de n'importe quoi. S'il y en a qui veulent savoir davantage, on en parlera hors micro parce que je ne donnerai pas de nom. Imaginez l'argent empoché dans les couloirs, dans les bureaux et tout ça. Et finalement, dans le trésor, dans les caisses de l'État, c'est un minimum qu'on y dépose. Et ça se passe comme ça allègrement tout le temps dans le pays. Bon, je ne pourrais pas cautionner à 100% ce que vous dites. Parce que, à ma connaissance, lorsque vous recevez des avis de sommation de paiement et que vous contestez ce montant, vous avez la possibilité de faire des recours administratifs d'abord et puis après des recours judiciaires. Recours administratif, vous adressez un courrier au ministre des Finances qui l'a fait à la direction des législations et du contentieux des impôts, qui voit est-ce que ce qu'on met à votre charge est fondé ou pas, et on révise en ce moment-là l'impôt à vous demander à la baisse, mais vous donnerez toujours quelque chose dans la caisse de l'État. Et lorsque vous n'êtes pas toujours satisfait, vous saisissez la Cour suprême, qui dira si vous devez payer ou pas. Donc, il faut, quand on n'a pas l'information de cette voie qui est connue de recours, on passe alors par les couloirs et dans les couloirs, on laisse forcément des plumes. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de népotisme, de favoritisme? Je ne voudrais pas dire, je vous dis ce qui est, je ne peux que dire ce qui est officiel. Mais ça se passe, c'est des pratiques justement malsaines qui se passent, allègrement qui sont enregistrées. Nous sommes des journalistes et nous savons très bien de quoi nous parlons. Justement, j'ai l'habitude de dire... Il y a des sociétés par exemple qui ne payent carrément rien, mais qui ont des marchés d'État et qui sont là, qui travaillent, qui gagnent des milliards de francs CFA. Tout ça là, les sociétés écrans, il y en a plein. Tout ça là, vous savez... Et vous le savez très bien. Je le sais. C'est nous, Béninois. Souvent, quand on me parle de la rupture, je dis on rompt avec quoi? Avec qui? Voilà, c'est des pratiques qui font perdre à l'État. C'est des pratiques qui font perdre à l'État plusieurs milliards de francs CFA chaque année. Qui sont ceux qui entretiennent... Vous voyez, un Zemidian disait tout à l'heure, je ne veux pas citer le nom, il suffit de savoir bien positionner votre veste et vous ne serez jamais inquiété dans ce pays. La loi dans notre pays, c'est au profit des plus forts. Si vous êtes toujours du côté des forts, vous ne vous serez jamais inquiété, mais les faibles sont tout le temps menacés. Oui, je veux dire... Oui, mais les faits du genre allégués par Tranquillin... Je ne les dénie pas. On impact sur la mobilisation vous des les ressources. avez déniés. Justement, dans votre développement, on n'a pas senti... Je ne les dénie pas. Je dis, pourquoi? C'est parce qu'on ne connaît pas souvent la loi. Mais que fait-on? Non, les intéressés, généralement... dont vous avez parlé. Ça, c'est pour les victimes. C'est pour les victimes. Des victimes. Voilà. Des victimes. Et quand vous savez très bien que vous devez officiellement, vous savez très bien que vous devez. Vous devez. Mais c'est des victimes qui ne prennent pas des voies légales. Mais quand on doit, et qu'on sait qu'on a un oncle, on a un cousin, on a un beau-frère ou belle-sœur dans le système, on sait que ça se passe. Et vous le savez très bien que ça se passe. Je dis bien qu'effectivement, il y a de ces pratiques. Mais si vous m'avez laissé finir mon développement tout à l'heure, vous allez comprendre. Oui, nous sommes dans un pays où nous sommes tous des businessmen. Et si aujourd'hui il y a beaucoup de cris,
c'est parce que beaucoup de sources frauduleuses sont bloquées et donc les gens ne se retrouvent plus aujourd'hui dans leur revenu d'antan, qu'il y a beaucoup de gémissements, de soubresauts. Sinon, en fait, je dis toujours, nous avons dans ce pays des gens qui ont des revenus officiels de 100 000, mais qui vivent comme s'ils avaient des revenus de 2 millions. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Il faudrait que chaque Béninois puisse justifier ses sources de revenus. Et ce n'est que par ça que ce que vous êtes en train de dénoncer sera corrigé. Mais lorsque moi-même, j'ai conscience que je ne suis pas en règle et que je passe par des chemins tortueux, je suis prêt encore à donner donc à d'autres ces sources de revenus pour que moi je puisse sauvegarder ce que j'ai. Et c'est ça qui amène ces pratiques-là. Je ne les dénie pas, mais c'est des pratiques qu'il faut bannir, il faut sanctionner. Et je crois quand même qu'il faut mettre à l'actif de l'actuel directeur général des impôts et qui a démasqué un réseau de faussaires dans le rang des agents d'impôts et qui sont derrière les verrous et qui doivent répondre de leur forfait devant la justice. C'est des choses à encourager. Il faut que nous ayons des agents qui ont la probité morale pour être au service du pays. Cela dit, nous allons parler maintenant de cette révision à la baisse, puisque selon le débat d'orientation, le budget 2018 va tourner autour de 1300 milliards. Si on sait que celui de 2017 a été de 2010, comment peut-on expliquer cette baisse, cette révision à la baisse? Déjà, nous l'appelons depuis le début de l'année, qu'en juin, il y aura forcément un collectif budgétaire, certainement, qui est sur la table des députés. Il paraît que ça a été démenti. Ça va être, puisque le budget... Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, selon mes dernières informations. À coup sûr, on fera un collectif budgétaire. Et le chiffre annoncé est autour de 1500 milliards. Pourquoi? Parce que les recettes attendues ne rentrent pas. Et il y a des difficultés, comme vous l'avez dit, de mobilisation de ressources. Les partenaires techniques ont leur réalité aussi chez eux. Et donc, ce qu'on attend, les dons et les prêts, ne sont pas forcément disponibles. Le seul chemin qui nous reste alors, c'est d'aller sur le marché de l'UEMOA titre. Et donc là aussi, il faut avoir... C'est là qu'on fait les emprunts obligataires. On en a fait déjà, je crois, au moins deux fois. Donc sur ce terrain-là, le Bénin a quand même une bonne qualité parce qu'on honore régulièrement ses services de la dette. Donc ce n'est pas une honte pour un gouvernement de revoir ses ambitions à la baisse. La seule chose, on ne peut pas construire le Bénin en un jour. C'est dans la durée. Mais il faut que lorsqu'on construit 1 kilomètre de route et que ce kilomètre de route puisse durer pour la période qu'il faut, vous voyez qu'on gagne plus qu'on construise chaque jour des kilomètres de route qui se gâtent 2 jours après. Mais il y a un souci, il y a un contraste. Comment fait qu'à un moment donné, les pays, je sors même du Bénin, les pays africains arrivent à s'autosuffire? Quand on parle des partenaires techniques et financiers, je prends l'exemple de l'Union européenne, nous savons aujourd'hui que la France doit plusieurs centaines de milliards d'euros à la Chine. Les États-Unis, considérés comme la première puissance économique, on a vu Trump danser devant le roi de l'Arabie Saoudite parce qu'on lui a annoncé plusieurs ces centaines de milliards de dollars d'achat d'armes, je ne sais pas. Mais finalement, ces gens-là ont des problèmes. On nous dit que c'est eux qui viennent nous aider. Oui, j'ai souvent aussi l'habitude de dire que nous avons une économie dans laquelle on n'a pas de biens produits. On ne produit pas. Vous imaginez que le coton béninois, parce qu'aujourd'hui, si l'indice de prix se porte bien, c'est beaucoup plus par rapport au secteur manufacturier. Vous savez que si on parle de secteur manufacturier au Bénin, on parle des industries. Et l'industrie, le fleuron du Bénin, c'est les égreneurs. C'est l'industrie d'égrenage de coton.
hein, et nous en avons égrené, ils ont égrené suffisamment cette année, et qui permet alors à notre économie de se porter un peu mieux. Et si, au-delà de l'égrenage du coton, on allait à la transformation de ces coton-fibres en tissu, on gagnerait davantage en plus-value. Et donc, on permettrait à l'économie d'engranger d'autres sources, hein, de revenus plutôt que de compter seulement sur les ressources fiscales. Les solutions sont connues, mais on tarde à y aller. On n'entreprend pas des actions. Il faut qu'on travaille, travaille à la production, hein, au changement, hein, de notre économie. Si on ne travaille pas à ça et qu'on veut rester dans le tertiaire, hein, où la production de la plus-value est moindre, hein, on n'amorcera pas ce qu'on désire tous, hein, le chemin de l'émergence. Le fait est là, chaque fois on le dit, on l'appelle de tous nos voeux, il faut vraiment produire, mais on ne prend pas les actes qu'il faut pour entrer dans l'action. Vous venez de parler du coton, même sur le plan international. Moi, j'ai suivi une émission sur une chaîne internationale ce week-end où on parlait de la grande qualité du coton béninois. Oui. Mais malheureusement, ils ont mis en lumière le fait que ça ne soit pas transformé sur place. Les dirigeants sont là, ils écoutent, ils travaillent à ça, mais malheureusement, jusque-là, moi je me souviens, ça fait pratiquement 1 an que nous avons créé cette rubrique, et la seule chose que nous avons, sur laquelle nous avons toujours insisté sur cette émission, dans cette rubrique économie, c'est quand même la transformation, la production. Malheureusement, on ne voit rien venir. Nous avons un expert du domaine à la tête du pays. Est-ce une chance? Est-ce que finalement, avant la fin de son mandat, on va installer des usines pour transformer le produit sur place? J'ai l'habitude de dire que ce serait un défi, hein, pour les acteurs du secteur du coton, hein, de ne pas créer, hein, sur le quinquennat du président Patrice Talon, de ne pas créer ou renforcer l'existant. Parce qu'en fait, il faut dire que la CITES et la CBT, qui sont des usines de production du tissu cru, ont un parc vieillissant. Et donc, en matière de consommation d'énergie, c'est exorbitant. En matière de dimensionnement, ce n'est plus forcément aux normes. D'accord? Donc, il faut investir dans ces industries aujourd'hui pour les relever. Nous avons, ça me reste toujours à l'esprit quand je parle du coton, nous avons la société Coteb qui a fermé aujourd'hui, hein, où vous avez les serviettes, hein, la lingerie produite par Coteb est de très bonne qualité. Et quand les gens venaient au Bénin, viennent souvent au Bénin faire des ateliers ou en vacances, ils repartent avec les serviettes. Ces produits-là. Ces produits. Donc vous voyez que nous devons avoir un label. Et nous avons déjà le label au niveau de la matière première. Le coton béninois est un coton de très grande qualité. Et lorsque nous en produisons, comme ce qui a été fait au cours de la campagne passée, c'est encore une autre fierté. Nous en avons la capacité, nous avons donc les moyens de réussir dans ce secteur-là où nous avons un avantage comparatif par rapport aux autres régions. On va conclure cette émission-là, mais sans quand même pas vous poser cette question qui me tient particulièrement à cœur, ce budget béninois qui toujours est essentiellement fiscal. Est-ce qu'on va continuer toujours par presser, par pressuriser le pauvre béninois lambda? Bon, le béninois lambda, je ne dirais pas oui, parce que il se fait que cette pression fiscale ne s'exerce que sur une frange, ce n'est pas sur tout le monde. C'est pas sur tout le monde. C'est vrai que vous allez me dire que vous payez votre TVA, vous allez me dire que vous payez, comment on appelle, quand vous achetez, vous payez déjà la TVA, mais ce n'est pas suffisant. Quand nous payons nos factures, nous payons la TVA. Nous avons payé les taxes. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette démarche, il paraît qu'il faut désormais avoir son IFU. Et c'est le meilleur instrument pour vous poursuivre.
Ah, voilà. Non, ça c'est de la désinformation, je dis. L'IFI, en fait, c'est l'identifiant fiscal unique, Ouais. qui permet quand même... Ça porte bien son nom. Et c'est souvent appliqué aux entreprises, aux établissements et autres. Bon. Depuis quand chaque individu... Chaque individu a son Non, IFI aujourd'hui. Non, mais quand je dis que vous avez un revenu, tout le monde a un revenu. Et j'ai l'habitude de il travaille pour l'avoir. J'ai l'habitude. Il travaille pour l'avoir. Qu'est-ce que vous Mais appelez parce revenu? revenu, c'est ce que vous gagnez, soit en salaire, soit en don. Ce que vous gagnez et qui vous permet de subvenir à tous vos besoins, à toutes vos charges incompressibles. Non, là, c'est votre pouvoir d'achat. C'est différent du revenu. Voilà, c'est différent du revenu. Le revenu, c'est ce que vous gagnez. Si votre salaire est de 100 francs et que votre frère qui est en France vous envoie à chaque fois 10 francs et que dans vos business, vous gagnez 5 francs, vous n'avez plus, votre revenu, c'est la somme de tout ça là. D'accord? Dans un pays qui se respecte, où le citoyen se sent engagé, il doit payer le revenu, l'impôt sur le revenu. Et ici, le gouvernement ne se sent pas engagé sur le citoyen. Et surtout, le gouvernement, dans notre constitution, c'est indiqué, le gouvernement a le droit de créer les conditions pour tous les citoyens pour qu'ils vivent dans de bonnes conditions. En fait, le monsieur, prend le cas des enseignants. Les enseignants à Cotonou, le gars a un salaire, je ne sais pas, 150 €. Mais il va faire des coûts de maison. Et vous voulez qu'il paye encore qui ne rentrent pas dans son revenu, qui devraient être normalement même avec taxés, les coûts de maison, il n'arrive pas à jouer debout. Non, vous le savez. Je vous dis, lorsque vous voyez nos frères qui reviennent de la France, ils payent systématiquement cet impôt. C'est systématique. Ce n'est pas le même système. Et ça rentre dans la français. Je dis bien, ils le font. Il faut que nous soyons conscients d'une chose. Pas le même système. Si nous ne payons pas les impôts, nous ne pouvons pas réclamer des routes. Oui, mais si nous ne payons pas des impôts, nous ne pouvons pas réclamer qu'on ait des hôpitaux. Si nous ne payons pas des impôts, nous ne pouvons pas. Le type d'impôt dont vous parlez là, laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui. Le gros problème que nous avons dans notre pays, je parlais tout à l'heure du pacte des sociétés CITES et autres. Nous avons des sociétés d'État qui sont toujours mal gérées. Or, ces dirigeants devaient gérer un bon père de famille. Mais lorsqu'ils ont fauté, est-ce que vous avez vu quelqu'un être frappé par la justice, quelqu'un détenu, contraint de rembourser? On ne veut même pas aller remplir nos prisons parce que nous n'avons pas suffisamment de place. Mais il faut quand même qu'on sente cette pression-là désormais sur les gens. Et vous allez voir, nous avons de la valeur chez nous. Nous avons des ressources suffisantes chez nous. Il suffit de bien gérer. Moi, je dis, mettre les sociétés publiques en affermage ou en gestion déléguée, oui. Mais tant qu'on ne va pas faire rendre gorge à ces dirigeants, à ces gestionnaires qui ont entraîné ces sociétés dans cet état, on n'aurait pas fait du bien à cette économie. Vous savez ce que l'expression faire rendre gorge a créé dans ce pays dans les années 90. Et c'est pourquoi je répète, il faut faire rendre gorge. Et depuis, on les voit, il est ministre 1 an, 2 ans, et c'est lui qui compte des milliards. Ouais. Et après, il bascule d'un côté. Allez voir son salaire officiel, il n'atteint pas le milliard. Son pouvoir d'achat ne devait pas être ce qu'il dépense aujourd'hui. Parce qu'il y a mauvaise gestion et il y a mauvaise gouvernance. Et on est tous complices de cette situation. Complices parce que lorsque je rends visite à un ministre, j'attends qu'il mette la main à la poche pour me gratifier quand même d'être passé. Non, pas forcément. Je dis bien, nous sommes tous complices. Mais tout est fait pour maintenir cette situation. Oui, alors, donc le ministre qui sort de l'argent qui n'est pas directement dans son revenu, vous voulez qu'il trouve ça où? Il a oublié d'avoir des pots de vin, de racketter d'autres personnes pour avoir ses ressources. Merci à vous. Wilfried Monou, vous êtes le directeur de publication du quotidien Économie Plus. On va conclure. Et nous parlions tantôt du budget général de l'État exercice 2018 qui montre déjà la baisse de certaines prétentions, et ceci est dû, selon notre invité, à la santé réelle de la mobilisation des ressources tant à l'externe qu'à l'interne. Et ce qu'il faut faire pour aider vraiment ce pays à vraiment augmenter ses revenus, c'est donner dans la production. Et notre vœu le plus cher ici, c'est déjà de commencer par voir la transformation du coton sur place avant d'être, par exemple, exporté. J'espère simplement que les pouvoirs publics nous entendront. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. C'était donc fait croiser.